Deuxième partie d'International avec notre invité ce dimanche, le président ivoirien Alassane Ouattara. Philippe Bernard. Alors, Monsieur le Président, on dit souvent qu'il n'y a pas de paix sans justice, et vous êtes un peu devant ce dilemme. Or, la justice, ce sont aussi des sanctions, et donc des sanctions qui mécontentent une partie de la population qui est divisée depuis des mois dans votre pays. Est-ce que l'homme Alassane Ouattara est divisé lui-même, j'allais dire, philosophiquement, entre le pardon et la réconciliation? Non, point du tout. La réponse est simple. Moi, je veux pardonner. J'ai pardonné personnellement pour ce qui m'est arrivé. Donc, la question n'est pas difficile pour moi en tant que personne. Mais il s'agit de réconcilier tous les Ivoiriens. Et il s'agit d'aller de l'avant. Il s'agit également de lutter contre l'impunité. L'impunité a été une difficulté en Côte d'Ivoire parce que, en réalité, tout était permis et nous devons sortir de cette situation d'impunité. Vous ne pensez pas, par exemple, qu'un procès public de votre prédécesseur donne lieu à une division, à une nouvelle rupture et donc à des violences dans votre pays? Non, je pense plutôt il faut s'assurer que les parents des victimes ne s'en prennent à lui par rapport au crime qu'il a commis. Et c'est un peu pour cela d'ailleurs que je préfère la Cour pénale internationale que sur ces crimes graves, notamment les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre. Justement. Mais nous apprécierons, nous verrons au fur des mois. Vous savez, les peuples, l'Ivoirien est quelqu'un qui est très tolérant, très modéré. Et avec les mois qui viennent, je pense qu'il y aura une bonne évolution. Vous venez de prononcer, Monsieur le Président, le mot de la Cour pénale internationale. À propos de cette Cour, pour l'instant, les juges de la Cour pénale internationale ont décidé d'enquêter sur les violences qui ont suivi le deuxième tour de la présidentielle en novembre. Est-ce que vous ne pensez pas que cette enquête devrait aussi être élargie, peut-être à d'autres moments de l'histoire de la Côte d'Ivoire, en particulier le coup d'État de 99 ou la guerre de 2002, comme le réclament certaines ONG? Écoutez, nous sommes ouverts, mais vous savez, la Cour pénale internationale des règles, il y a eu des lois d'amnistie depuis cette période de 99 jusqu'en 2002 ou 2004. Pas pour les crimes contre l'humanité. Mais tous les crimes contre l'humanité, il s'agit de la Cour pénale internationale qui devrait donc enquêter là-dessus. Alors, Bruno Darro. Monsieur le Président, justement, toujours pour rester sur votre prédécesseur, est-ce qu'il pourrait y avoir en quelque sorte deux procès, parce qu'il est accusé par la justice ivoirienne pour certains actes, et puis vous l'avez dit, pour les crimes les plus graves, pourrait être la CPI, donc ça ferait deux procès? Oui, mais pourquoi pas? Est-ce que ce n'est pas risqué politiquement? Non, pas du tout. Les Ivoiriens doivent savoir ce qui s'est passé. En matière de corruption, c'est tout de même pratiquement 1 milliard d'euros que mon prédécesseur a utilisé pour acheter des armes qui ont tué des citoyens. Vous avez des preuves, c'est 1 milliard d'euros? Oui, bien sûr, nous avons des preuves. Nous allons faire un audit de toutes les structures. C'est tout de même un gâchis considérable. Voici une situation. Nous prenons un pays en ruine à la main et il n'y a eu aucun investissement littéralement pendant ces 10 dernières années. Il faut qu'on sache qu'est-ce que l'argent public a servi à faire. Alors, même si Laurent Gbagbo est poursuivi par la Cour pénale internationale et par la justice ivoirienne, en revanche, vous proposez à d'anciens partisans de Gbagbo de participer à un gouvernement d'union nationale. Où en sont ces C'est l'engagement que j'ai pris bien avant d'ailleurs la crise, pendant ma campagne électorale. Je ne veux pas d'une Côte d'Ivoire divisée. J'ai toujours considéré que tous les Ivoiriens de compétences doivent participer à la gestion des affaires publiques et je leur tends la main, je souhaite qu'ils viennent, mais cela dépend d'eux, bien entendu. Et vous allez conserver la même commission électorale indépendante Ah oui, mais c'est la loi. Il faut continuer d'appliquer la loi. Oui, mais vous n'allez pas la changer là? Non, je n'ai pas la capacité de le faire. Il y a une commission, les critères ont été définis. Cette commission électorale indépendante a effectivement joué son rôle de manière indépendante pour la grande majorité des membres. Et le président de la commission devra saisir les personnes qui doivent désigner leurs représentants ou les structures, et cela sera fait dans les prochains jours. Il y a des élections qui vont avoir lieu d'ici la fin de l'année? Oui, c'est ce que je souhaite personnellement, mais la décision appartient à la commission électorale indépendante. Et est-ce que les listes électorales seront révisées Ah oui, la loi l'exige également. D'accord. Voilà. Alors, Monsieur le Président, vous parlez de réconciliation, et justement, Mamadou Coulibaly, le président de l'Assemblée nationale, qui est un peu proche de
Laurent Gbagbo, vous propose une réconciliation et selon lui, elle passe par la reconstitution d'une opposition forte. Donc il vous dit, en substance, libérer certains des leaders du Front populaire ivoirien et nous participerons alors activement à la réconciliation. Qu'est-ce que vous pensez de ce marché qu'il vous propose en quelque sorte ? Il n'y a pas de marché avec moi. Il n'y a pas de précondition. Le Front populaire ivoirien décidera de venir au gouvernement, je le souhaite. Si le Front populaire ivoirien ne veut pas venir au gouvernement, ils ne seront pas au gouvernement et on attendra. Donc vous n'êtes pas prêt à libérer certains de ces leaders pour les faire entrer au gouvernement ? Je veux un état de droit, vous voyez. La Côte d'Ivoire n'est pas une monarchie, ce n'est pas une dictature. Il faut que tous ceux qui ont été arrêtés puissent passer devant le juge si cela s'est avéré nécessaire. Et à l'issue de cela, on verra. La procédure judiciaire ira jusqu'à son terme. Alors, vous m'amenez à me répéter, je pense que nous pourrions parler de choses qui intéressent un peu plus les Ivoiriens. Pour finir, ça intéresse peut-être, j'espère, les Ivoiriens, le futur gouvernement. Vous souhaitez un gouvernement d'union nationale avec les réticences du FPI. Ce ne sera pas un gouvernement d'union nationale. Comment vous jugez ça? Vous trouvez ça bien? Vous savez, pourquoi ce ne serait pas un gouvernement d'union nationale? Il n'y a pas que le FPI en Côte d'Ivoire. C'est la principale force d'opposition. Non, ce n'est pas vrai. Non. Il y a peut-être d'autres forces qui se créent. Il y a la société civile. La société civile est très importante en Afrique. La société civile sera représentée dans mon gouvernement. Et par conséquent, je suis ouvert. C'est un gouvernement d'ouverture, ça. C'est un gouvernement d'ouverture, c'est pas un gouvernement d'union nationale. Peut-être c'est une question de sémantique. Pour moi, le gouvernement d'union veut dire que je demande aux différents partis politiques de me proposer des candidats parmi lesquels je choisis mes ministres. J'ai été élu démocratiquement. Les uns et les autres ont tendance à oublier que la Côte d'Ivoire a eu des élections démocratiques, des élections transparentes, que j'ai gagné à plus de 54%, que le taux de participation était de plus de 80%. Il n'y a pas de doute sur ma légitimité. Je mettrai en place le gouvernement qui me permettra d'appliquer le programme pour lequel j'ai été élu. En accord avec le Premier ministre, Guillaume Soro, évidemment. Bien entendu. Et à quelle échéance le gouvernement, vous voulez se compter? Non, je fais un gouvernement qui va jusqu'aux législatives pour me permettre de mieux apprécier les forces politiques et l'état d'esprit des Ivoiriens pendant ces quelques mois. Et après les législatives, effectivement, j'aurai un gouvernement pour, j'espère, le reste de mon mandat. Monsieur le Président, depuis une dizaine d'années, les ethnies en Côte d'Ivoire ont souvent été montées les unes contre les autres. Est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui encore, la Côte d'Ivoire est une bombe à retardement ethnique? Non, je pense que certains qui étaient là auparavant, notamment l'équipe de M. Laurent Gbagbo, a utilisé l'ethnie, a tenté de diviser les Ivoiriens. Mais les Ivoiriens, pendant toute cette période, ont fait preuve de patience. Et ça, c'est remarquable. Pendant ces 10 ans, la télévision, c'était la télévision de la haine, la télévision de la division. La presse a joué un rôle très important. La presse également, la presse écrite, etc. Mais les Ivoiriens n'ont rien dit. Vous allez la contrôler, la presse? Les Ivoiriens se sont dit, mais on va attendre. Le jour de l'élection, nous allons dire ce que nous voulons faire. Et c'est pour cela que les Ivoiriens ont voté. ont participé à plus de 80%, c'est quand même un taux exceptionnel, plus élevé que l'Afrique du Sud qui sortait de l'apartheid. Monsieur le Président, vous avez un discours de tolérance et d'ouverture, mais vous avez rappelé, vous avez gagné les élections avec les oufouettistes. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de reconstitution d'un parti unique, puisque vous ne voulez pas libérer les gens du FPI, vous avez gagné les élections avec les partisans de M. Bédier. Est-ce que là, on ne va pas reconstituer le parti unique de l'époque Houphouët-Boigny? M. Darou qui me disait que le FPI était un parti fort. Alors, votre raisonnement veut dire que le FPI est un parti faible. C'est une autre question que je vous soumets. Voilà, mais donc, attendons les élections législatives. Il n'y a pas de risque de retour au parti unique. Je suis un démocrate. Vous avez besoin d'une opposition forte? Je n'ai pas besoin, ce n'est pas un besoin pour moi. Ce qui m'intéresse, c'est la position des Ivoiriens. Qu'est-ce que les Ivoiriens veulent? Si les Ivoiriens veulent, peut-être que les uns et les autres constitueront de nouveaux partis. Mais une démocratie peut exister sans opposition forte? Mais je ne sais pas. Pour moi, la démocratie, c'est l'alternance. Vous voyez, nous venons de rentrer dans une alternance démocratique et je souhaite que cela se poursuive. On va quitter ces questions plus politiciennes. Je voudrais revenir sur cette question importante des ethnies et de l'ivoirité. Vous avez été victime vous-même de cette notion de l'ivoirité, puisque par 2 fois, on l'a rappelé, on vous a empêché de vous présenter aux élections. Est-ce que cette ivoirité, ce n'est pas un poison qui a été diffusé, répandu dans la société ivoirienne?
Je pense que la presse, la télévision comme la presse écrite a joué un rôle détestable. Et j'espère que nous avons tiré toutes les leçons. Cette division des Ivoiriens nous a amené en définitive la guerre et tout le monde veut en sortir. Je crois qu'il faut tourner la page. Président, vous parlez de la presse. Il faut plutôt allons de l'avant. Est-ce que vous pensez que la presse en Côte d'Ivoire devrait se redéfinir des règles, je dirais, d'éthique ? Est-ce que vous allez lui imposer ces règles ou bien est-ce qu'elle va le faire par elle-même ? Quelle est votre position là-dessus ? Nous étudions la question. Je viens de mettre en place une autre autorité de l'audiovisuel et nous allons leur demander de travailler au niveau de la presse à faire en sorte que nous ayons des journalistes responsables, que les critères de sélection par eux-mêmes soient plus rigoureux et ainsi de suite. Mais je ne voudrais pas... Moi, je suis un libéral, je vous le précise, donc je ne me mettrai pas à la place des journalistes ou des associations de journalistes. Il leur appartient de faire des propositions et le gouvernement va pouvoir les apprécier et mettre en œuvre une réglementation qui nous permet d'avoir un pays rassemblé. Le rassemblement est mon objectif. Il faudrait peut-être passer bientôt aux relations franco-ivoiriennes. Et justement, avant d'évoquer ces relations, votre sentiment sur la disparition de 4 personnes, dont 2 Français. Ça s'est passé début avril au Novotel d'Abidjan. Alors les dernières informations sont assez pessimistes. Selon vous, est-ce qu'il y a toujours un espoir de retrouver vivants Stéphane Diripel et Yves Lamblin ? Oui, je suis en contact permanent avec le ministre de la Justice. Certaines personnes ont été arrêtées, des miliciens, qui ont été en contact avec ces 4 personnes. Les interrogatoires se poursuivent et nous continuons d'espérer. Certains disent qu'ils auraient été tués par la garde républicaine du président Gbagbo. Apparemment, ils ont plutôt été amenés à la présidence de la République. Mais après, on a perdu leurs traces. Mais après, nous avons perdu leurs traces, donc nous continuons de les rechercher. Donc vous êtes relativement moins pessimiste que les dernières informations ? Mais je ne suis pas de ceux qui veulent anticiper les choses. Je voudrais que les interrogatoires puissent se terminer, que nous puissions avoir accès à tout le dossier, à tous ceux qui ont pu participer à ces enlèvements et qu'on nous dise ce qui est arrivé réellement. Je voulais aussi vous poser une question sur le journaliste franco-canadien Guy-André Kieffer qui a disparu depuis 7 ans. Oui. Il enquêtait justement au moment de sa disparition sur la filière, sur la corruption dans la filière du cacao. Oui. La rumeur attribue sa disparition à l'entourage de Simone Gbagbo, l'ancienne femme du président Gbagbo, enfin la femme de l'ancien président Gbagbo. Est-ce que l'enquête a été relancée depuis votre arrivée au pouvoir ? Oui, tout à fait. Le juge Ramael est arrivé à Abidjan. Nous allons lui permettre d'avoir accès à tous les dossiers qui lui étaient interdits auparavant. Quel est votre sentiment sur cette affaire ? Je n'ai pas de sentiment, j'attends que le juge fasse son travail. Bruno Darroux ? Non, on peut peut-être passer au G8. Quand je dis je n'ai pas de sentiment, c'est peut-être, je me suis mal exprimé, je veux dire plutôt que je condamne cet enlèvement, mais je n'ai pas de sentiment sur le travail du juge. Le juge doit pouvoir faire son travail de manière indépendante, ce qui ne lui a pas été autorisé par le passé, et nous allons le lui permettre. Alors, Bruno Darroux parlait du G8, on va peut-être d'abord parler des relations avec la France d'un point de vue militaire, aussi c'est important. Les troupes françaises, vous l'avez reconnu, ont joué un rôle déterminant ces dernières semaines en Côte d'Ivoire. Sans les troupes françaises, et en particulier la force Licorne... Il faut préciser ça, sous mandat des Nations Unies, oui, alors justement, parce qu'il y a beaucoup de gens qui font la confusion. Oui. La France n'aurait été intervenue dans la destruction des armes lourdes auprès des forces de l'ONU avec l'autorisation et sous mandat des Nations Unies. Ma question c'est, Monsieur le Président, est-ce que sans les troupes françaises présentes en Côte d'Ivoire, est-ce que vous seriez aujourd'hui président ? Non, je l'étais déjà. Vous seriez président j'ai été élu démocratiquement, n'est-ce pas ? Il y a eu un coup d'État contre moi. Et nous avons tout fait pour éviter que le pays ne bascule dans la violence. Maintenant, Laurent Gbagbo a utilisé ses mercenaires, ses miliciens, les armes lourdes. Grâce aux Nations Unies, il y a eu la destruction des armes lourdes. Si l'ONU et la France n'étaient pas intervenus conformément à leur mandat, d'abord, ça aurait été une faute. Alors, la deuxième chose, si cette intervention n'avait pas eu lieu, les choses auraient pris du temps. Souvenez-vous que tout de même, les forces républicaines sont arrivées en 4 jours au port d'Abidjan. Et quand elles sont arrivées, c'est moi qui leur ai demandé d'attendre. Et des négociations ont pu commencer pour que Laurent Gbagbo évite à Abidjan ce qui est arrivé. Il n'a pas voulu. Et c'est comme cela que les affrontements ont lieu. Donc il y aurait eu des dizaines de milliers de morts. Ça aurait pris beaucoup plus de temps.
Mais ça n'aurait rien changé, parce que le peuple ivoirien s'est prononcé le 28 novembre et m'a élu comme président de la République. Donc l'intervention des forces françaises a permis de gagner du temps, en fait. L'intervention des forces françaises et de l'ONU, conformément à la résolution 1975, a permis de gagner du temps et de sauver des dizaines de milliers de vies humaines. Aujourd'hui, Monsieur le Président, comme vous l'avez réclamé, le 43e BIMA, c'est-à-dire les forces françaises, vont être maintenues à Port-Bouët, près d'Abidjan, et elles ne seront plus, si on comprend bien, cette fois sous mandat de l'ONU. Comment vous expliquez que vous réclamiez vous-même que des troupes étrangères stationnent sur votre sol? Est-ce que c'est pas un petit peu une régression par rapport à l'histoire de l'indépendance de votre pays? Est-ce que par là, vous ne souhaitez pas souscrire une sorte d'assurance vie pour votre présidence? Mais qu'est-ce que les forces françaises ont à voir avec la position d'un gouvernement démocratiquement élu en Côte d'Ivoire? Vous savez, le président Bédié et moi, déjà en 2004, avions indiqué clairement aux autorités françaises que nous souhaitons le maintien du 43e BIMA. Laurent Gbagbo, pour des raisons qui lui sont propres, un parti minoritaire, a décidé autrement. Mais nous voulons tout simplement rétablir ce que nous avions voulu à cette époque. Parce que le 43e BIMA est utile pour la sous-région. La Côte d'Ivoire est un pays important de la sous-région. Nous avons des indices sérieux concernant la drogue, concernant le terrorisme, et nous voulons nous assurer que nous avons une force française, une force internationale qui peut nous aider à surveiller l'ensemble de la sous-région. Et l'influence donc de notre zone va jusqu'aux frontières de l'Algérie. Vous devez comprendre que la Côte d'Ivoire est quand même en relation étroite avec le Mali, avec le Burkina, avec le Niger. Ce sont des pays qui sont menacés par le terrorisme. Et la présence des forces françaises, pour nous, est une question de stratégie régionale. Est-ce que vous souhaitez que dans le nouvel accord franco-ivoirien de défense qui va être négocié, est-ce que vous souhaitez que, comme dans le passé, il y ait une clause qui dise que l'armée française vole au secours du pouvoir en cas de trouble intérieur? Je vais vous mettre à l'aise. Moi, cet accord doit être publié. Nous voulons que ce soit un accord totalement transparent. Il n'y aura pas de clause secrète. Nous tenons à notre souveraineté. Et contrairement à ceux qui l'ont dit et qui faisaient recours à d'autres moyens, qui ne confirmaient pas la souveraineté de la Côte d'Ivoire, nous tenons à cette souveraineté. Et la nouvelle coopération militaire devra aboutir à un accord de défense qui devra être rendu public. Nous voulons une relation décomplexée avec la France. Bon, parce que le temps passe très vite. Donc, pour résumer, pour finir sur ce chapitre France-Côte d'Ivoire, comment aujourd'hui, nouveau président de la Côte d'Ivoire, définissez-vous les relations entre la France et la Côte d'Ivoire? Après ce qui s'est passé, on a parlé à nouveau retour de France-Afrique ou pas. Comment, pour vous, se définissent aujourd'hui et à l'avenir les relations entre Paris et Yamoussoukro? Ce sont des relations d'abord de confiance. Les liens sont historiques. Houphouët-Boigny était tout de même ministre d'État sous la 4e République, avec François Mitterrand comme ministre délégué. Vous savez, nous n'avons pas de complexe. Ces relations ont beaucoup apporté à la Côte d'Ivoire. Jusqu'il y a 10 ans, la Côte d'Ivoire était la 3e puissance économique sur le continent africain, après l'Afrique du Sud et le Nigeria. Alors donc, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que je dois faire pour améliorer le quotidien des Ivoiriens. Et c'est ce que je vais entreprendre. Je demande aux investisseurs français de venir investir en Côte d'Ivoire. Je demande aux Libanais qui sont en Côte d'Ivoire de rester en Côte d'Ivoire et de continuer d'investir. Je demande à tous ceux qui veulent venir en Côte d'Ivoire de venir. C'est un pays ouvert, c'est un régime libéral. Nous n'avons pas de complexe et nous estimons que très rapidement, les choses vont changer. Et pour réussir à convaincre les entreprises françaises et autres de rester ou de revenir en Côte d'Ivoire, vous avez besoin d'abord de sécurité. Tout à fait. Mais donc c'est par cela que nous avons commencé. J'étais désolé que nous ayons passé beaucoup de temps sur des questions donc qui ne sont pas véritablement utiles, parce que ce que nous devons faire, c'est organiser la sécurité des Ivoiriens. Mais d'où la présence peut-être des troupes françaises qui sont là aussi pour rassurer les investisseurs. De toutes les populations qui sont en Côte d'Ivoire. Et ce travail sera fait en priorité et doit être fait même en totalité par la police et la gendarmerie. Mon objectif, c'est de faire en sorte que dans les semaines qui viennent, tous les militaires soient en caserne. Tous les militaires des forces républicaines, c'est-à-dire des ex-forces
armée nationale comme des ex-forces armées des forces nouvelles. La difficulté que nous vivons, c'est parce que des militaires sont chargés un peu d'un travail de police, d'un travail de maintien de l'ordre, ce qui n'est pas normal. Donc nous allons régler ce problème dans les semaines à venir. Vous êtes un très proche du président du Nigeria, Goodluck Jonathan, donc vous allez assister à son installation. Et c'est très nouveau dans l'histoire de votre pays. La Côte d'Ivoire et le Nigeria ont longtemps été très concurrents. Est-ce que vous comptez sur ce nouvel ensemble et cette amitié pour relancer la coopération économique, et est-ce que c'est un tremplin pour le futur économique de la Côte d'Ivoire, y compris sous la forme d'une union monétaire? Le Nigeria est un pays important, 150 millions d'habitants, un vaste marché. C'est de notre intérêt d'avoir d'excellentes relations avec le Nigeria. Il se trouve que le président Jonathan et moi sommes amis et ceci va bien sûr aider au renforcement des liens entre les deux pays. Monsieur le Président, il nous reste 3-4 minutes. On parle d'économie, donc on parle aussi du G8. Vous étiez à Deauville. Qu'est-ce que le G8 s'est engagé à vous donner comme aide? Vous avez demandé récemment 15 à 20 milliards d'euros sur 5 ans. Ce qui correspond à mon programme économique durant la campagne. Est-ce que vous avez été entendu de 10 000 milliards de francs CFA? Tout à fait. J'étais avec le président Sarkozy, avec David Cameron, avec Barack Obama, et j'ai pu parler aux uns aux autres. Mais ils vous ont fait des promesses, ils se sont engagés. Oui, vous savez, je viens quand même de ce monde de la finance internationale. On indique les montants, on donne les perspectives. Ensuite, on travaille sur quelque chose de plus concret avec le Fonds monétaire, la Banque mondiale, la Banque africaine de développement. C'est quoi les montants? Parce qu'il y a eu certains commentaires comme quoi, sur le thème après le G8, en fait, autant les membres du G8 s'intéressent au printemps arabe, autant l'Afrique subsaharienne est un peu oubliée. De belles paroles, mais peu d'engagement. Des engagements pour la Tunisie, pour l'Égypte. Nous avons été invités principalement parce que les élections dans ces 3 pays, la Guinée, le Niger, la Côte d'Ivoire, ont été des élections démocratiques. Je pense que le premier objectif, c'est de montrer au continent africain et au monde que la démocratie avance en Afrique. Maintenant, il nous appartient à nous, qui représentons ces pays, de faire part de nos doléances. C'est ce que nous avons fait. Mais ceci sera examiné en temps opportun. Moi, j'ai confiance. C'est un programme que nous avons bâti déjà il y a 2 ans. Le programme de 10 000 milliards de francs CFA, ça fait 15 milliards d'euros. Nous savons dans quel secteur ça doit être investi, dans quelle région. Et nous avons de la documentation et nous travaillerons avec la Banque mondiale, le Fonds monétaire, les institutions internationales pour que le financement soit assuré. Et c'est possible de le faire. On a pris du retard. J'ai perdu 10% de mon mandat 6 mois en raison de cette crise post-électorale. Mais nous allons rattraper tout cela très vite. Justement, puisque vous évoquez le Fonds monétaire international, une institution que vous connaissez très bien, je voudrais vous demander 2 choses brièvement. Vous connaissez Dominique Strauss-Kahn. Est-ce que vous avez un mot à dire à propos de ce qui lui arrive? Écoutez, je suis attristé, bien entendu, mais attendons que les choses se déroulent. Et deuxième question, on parle de plus en plus, et on en a parlé notamment à Deauville, même si ce n'était pas au programme, de Christine Lagarde comme future directrice générale du FMI. Vous trouvez que c'est une bonne candidature? Vous avez été directeur général adjoint. Je soutiens à fond Mme Christine Lagarde. Elle sera un excellent directeur général pour le Fonds monétaire international que je connais bien. Est-ce que le fait justement d'avoir été directeur général adjoint du FMI facilite vos contacts pour justement une relance de l'économie ivoirienne? Tout à fait. C'est quand même un monde que je connais bien. J'ai eu le privilège d'y avoir fait de nombreuses années, pas seulement en tant que directeur général adjoint, mais en tant que directeur Afrique. Et, je pense que cela va aider la Côte d'Ivoire. Pour le maintien du franc CFA, c'est un signe aussi de dépendance par rapport à la France. Non, je pense que vous avez des vieux clichés. Ce n'est pas un signe de dépendance. J'ai été gouverneur de la Banque centrale. J'ai jamais eu un Français dans mes bureaux à la Banque centrale. Ce sont de faux clichés. La monnaie, donc CFA est une monnaie indépendante, gérée par les Africains, avec une parité fixe que nous avons choisie, que nous pouvons abandonner si nous le souhaitons, mais c'est dans l'intérêt de ces pays. Sans la parité fixe, les populations seraient plus pauvres aujourd'hui,
il y aurait une inflation galopante, surtout avec la crise ivoirienne. Donc arrêtons les vieux schémas. Voilà, les vieux clichés. Ce sera le mot de la fin. Vous tordez le cou à des vieux clichés. Voilà. Alors il faut en sortir avec ces vieux clichés, ces réseaux, ces termes que apparemment de France-Afrique, des choses qui n'ont rien à voir avec la réalité du quotidien des Africains. Les Africains, nous voulons faire en sorte que l'Afrique se porte mieux, que les Africains puissent profiter de la mondialisation et que l'Afrique se modernise de plus en plus et de mieux en mieux pour le bien de tous les Africains. Ce sera vraiment le mot de la fin. Voilà. Il me reste à vous remercier d'avoir été notre invité exceptionnel. Voilà. Merci à vous deux, merci de nous avoir suivis. Et à la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'International. Au revoir et merci. Merci beaucoup.